L'art de la guerre, Sun Tzu. Article 1er. De l'évaluation. Sun Tzu dit: la guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de le bien régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher. Et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. 5 choses principales doivent faire l'objet de nos continuelles méditations et de tous nos soins, comme le font ces grands artistes qui, lorsqu'ils entreprennent quelque chef-d'œuvre, ont toujours présent à l'esprit le but qu'ils se proposent, mettent à profit tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ne négligent rien pour acquérir de nouvelles connaissances et tous les secours qui peuvent les conduire heureusement à leur fin. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort. Si nous connaissons bien le temps, nous n'ignorerons point ces 2 grands principes yin et yang, par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs différentes modifications. Nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l'intempérie de l'air. L'espace n'est pas moins digne de notre attention que le temps. Étudions-le bien et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l'étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général. La science des ressources, le courage et la valeur, la rigueur, telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général, vertus nécessaires pour l'acquisition desquelles nous ne devons rien négliger. Seules elles peuvent nous mettre en état de marcher dignement à la tête des autres. Aux connaissances dont je viens de parler, il faut ajouter celle de la discipline. Posséder l'art de ranger les troupes, n'ignorer aucune des lois de la subordination et les faire observer à la rigueur, être instruit des devoirs particuliers de chacun de nos subalternes, savoir connaître les différents chemins par où on peut arriver à un même terme, ne pas dédaigner d'entrer dans un détail exact de toutes les choses qui peuvent servir et se mettre au fait de chacune d'elles en particulier. Tout cela ensemble forme un corps de discipline dont la connaissance pratique ne doit point échapper à la sagacité ni aux attentions d'un général. Vous donc que le choix du prince a placé à la tête des armées, jetez les fondements de votre science militaire sur les 5 principes que je viens d'établir. La victoire suivra partout vos pas. Vous n'éprouverez au contraire que les plus honteuses défaites si, par ignorance ou par présomption, vous venez à les omettre ou à les rejeter. Les connaissances que je viens d'indiquer vous permettront de discerner, parmi les princes qui gouvernent le monde, celui qui a le plus de doctrine et de vertu. Vous connaîtrez les grands généraux qui peuvent se trouver dans les différents royaumes, de sorte que vous pourrez conjecturer assez sûrement quel est celui des 2 antagonistes qui doit l'emporter. Et si vous devez entrer vous-même en lice, vous pourrez raisonnablement vous flatter de devenir victorieux. Ces mêmes connaissances vous feront prévoir les moments les plus favorables, le temps et l'espace étant conjugués pour ordonner le mouvement des troupes et les itinéraires qu'elles devront suivre et dont vous réglerez à propos toutes les marches. Vous ne commencerez ni ne terminerez jamais la campagne hors de saison. Vous connaîtrez le fort et le faible, tant de ceux qu'on aura confiés à vos soins que des ennemis que vous aurez à combattre. Vous saurez en quelle quantité et dans quel état se trouveront les munitions de guerre et de bouche des 2 armées. Vous distribuerez les récompenses avec libéralité, mais avec choix, et vous n'épargnerez pas les châtiments quand il en sera besoin.
Admirateurs de vos vertus et de vos capacités, les officiers généraux placés sous votre autorité vous serviront autant par plaisir que par devoir. Ils entreront dans toutes vos vues et leur exemple entraînera infailliblement celui des subalternes. Et les simples soldats concourront eux-mêmes de toute leur force à vous assurer les plus glorieux succès. Estimés, respectés, chéris des vôtres, les peuples voisins viendront avec joie se ranger sous les étendards du prince que vous servez, ou pour vivre sous ses lois, ou pour obtenir simplement sa protection. Également instruits de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, vous ne formerez aucune entreprise qui ne puisse être menée à bonne fin. Vous verrez, avec la même pénétration, ce qui sera loin de vous comme ce qui se passera sous vos yeux, et ce qui se passera sous vos yeux comme ce qui en est le plus éloigné. Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les mécontents dans votre parti, en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous ne les attaquerez point. Vous éviterez avec un grand soin ce qui peut conduire à un engagement général. Vous cacherez toujours avec une extrême attention l'état où vous vous trouverez. Il y aura des occasions où vous vous abaisserez et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos ou se laissent surprendre eux-mêmes et tailler en pièces honteusement. Vous ferez en sorte que ceux qui vous sont inférieurs ne puissent jamais pénétrer vos desseins. Vous tiendrez vos troupes toujours alertes, toujours en mouvement et dans l'occupation pour empêcher qu'elles ne se laissent amollir par un honteux repos. Si vous prêtez quelque intérêt aux avantages de mes plans, faites en sorte de créer des situations qui contribuent à leur accomplissement. J'entends par situation que le général agisse à bon escient, en harmonie avec ce qui est avantageux et, par là même, dispose de la maîtrise de l'équilibre. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant, feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer. Simulez l'infériorité pour encourager son arrogance. Sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent. Là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l'adversaire dans d'inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance. Veillez à fortifier vos alliances au dehors et à affermir vos positions au dedans par une politique de soldats paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse et faire dépendre le sort de vos armes d'une unique bataille. Lorsque l'ennemi est uni, divisez-le et attaquez là où il n'est pas préparé, en surgissant lorsqu'il ne vous attend point. Telles sont les clés stratégiques de la victoire. Mais prenez garde de ne point les engager par avance. Que chacun se représente les évaluations faites dans le temple, avant les hostilités, comme des mesures. Elles disent la victoire lorsqu'elles démontrent que votre force est supérieure à celle de l'ennemi. Elles indiquent la défaite lorsqu'elles démontrent qu'il est inférieur en force. Considérez qu'avec de nombreux calculs, on peut remporter la victoire. Redoutez leur insuffisance. Combien celui qui n'en fait point a peu de chances de gagner. C'est grâce à cette méthode que j'examine la situation et l'issue apparaîtra clairement. Article 2. De l'engagement. Sun Tzu dit: je suppose que vous commencez la campagne avec une armée de 100 000 hommes, que vous êtes suffisamment pourvus des munitions de guerre et de bouche, que vous avez 2000 chariots, dont 1000 sont pour la course et les autres uniquement pour le transport, que jusqu'à 100 lieues de vous, il y aura partout des vivres pour l'entretien de votre armée, que vous faites transporter avec soin tout ce qui peut servir au raccommodage des armes et des chariots, que les artisans et les autres qui ne sont pas du corps des soldats vous ont déjà précédé ou marchent séparément à votre suite, que toutes les choses qui servent pour des usages étrangers, comme celles qui sont purement pour la guerre, sont toujours à couvert des injures de l'air et à l'abri des accidents fâcheux
qui peuvent arriver. Je suppose encore que vous avez 1000 onces d'argent à distribuer aux troupes chaque jour et que leur solde est toujours payé à temps et dans la plus rigoureuse exactitude. Dans ce cas, vous pouvez aller droit à l'ennemi. L'attaquer et le vaincre seront pour vous une même chose. Je dis plus. Ne différez pas de livrer le combat, n'attendez pas que vos armes contractent la rouille, ni que le tranchant de vos épées s'émousse. La victoire est le principal objectif de la guerre. S'il s'agit de prendre une ville, hâtez-vous d'en faire le siège. Ne pensez qu'à cela, dirigez-là toutes vos forces. Il faut ici tout brusquer. Si vous y manquez, vos troupes courent le risque de tenir longtemps la campagne, ce qui sera une source de funeste malheur. Les coffres du prince que vous servez s'épuiseront, vos armes perdues par la rouille ne pourront plus vous servir, l'ardeur de vos soldats se ralentira, leur courage et leur force s'évanouiront, les provisions se consumeront, et peut-être même, vous trouverez-vous réduit aux plus fâcheuses extrémités. Instruits du pitoyable état où vous serez alors, vos ennemis sortiront tout frais, fondront sur vous et vous tailleront en pièces. Quoique jusqu'à ce jour vous ayez joui d'une grande réputation, désormais vous aurez perdu la face. En vain, dans d'autres occasions, aurez-vous donné des marques éclatantes de votre valeur. Toute la gloire que vous aurez acquise sera effacée par ce dernier trait. Je le répète, on ne saura tenir les troupes longtemps en campagne sans porter un très grand préjudice à l'État et sans donner une atteinte mortelle à sa propre réputation. Ceux qui possèdent les vrais principes de l'art militaire ne s'y prennent pas à deux fois. Dès la première campagne, tout est fini et ils ne consomment pas pendant 3 années de suite des vivres inutilement. Ils trouvent le moyen de faire subsister leur armée aux dépens de l'ennemi et épargnent à l'État les frais immenses qu'il est obligé de faire lorsqu'il faut transporter bien loin toutes les provisions. Ils n'ignorent point, et vous devez le savoir aussi, que rien n'épuise tant un royaume que les dépenses de cette nature. Car que l'armée soit aux frontières ou qu'elle soit dans les pays éloignés, le peuple en souffre toujours. Toutes les choses nécessaires à la vie augmentent de prix, elles deviennent rares, et ceux même qui, dans les temps ordinaires, sont le plus à leur aise n'ont bientôt plus de quoi les acheter. Le prince perçoit en hâte le tribut des denrées que chaque famille lui doit, et la misère se répandant du sein des villes jusque dans les campagnes, des 10 parties du nécessaire, on est obligé d'en retrancher 7. Il n'est pas jusqu'au souverain qui ne ressente sa part des malheurs communs. Ses cuirasses, ses casques, ses flèches, ses arcs, ses boucliers, ses chars, ses lances, ses javelots, tout cela se détruira. Les chevaux, les bœufs même qui labourent les terres du domaine dépériront, et des 10 parties de sa dépense ordinaire, se verra contraint d'en retrancher 6. C'est pour prévenir tous ces désastres qu'un habile général n'oublie rien pour abréger les campagnes, et pour pouvoir vivre aux dépens de l'ennemi, ou tout au moins pour consommer les denrées étrangères à prix d'argent s'il le faut. Si l'armée ennemie a une mesure de grain dans son camp, ayez-en 20 dans le vôtre. Si votre ennemi a 120 livres de fourrage pour ses chevaux, ayez-en 2400 pour les vôtres. Ne laissez échapper aucune occasion de l'incommoder, faites-le périr en détail, trouvez les moyens de l'irriter pour le faire tomber dans quelques pièges, diminuez ses forces le plus que vous pourrez, en lui faisant faire des diversions, en lui tuant de temps en temps quelques parties, en lui enlevant de ses convois, de ses équipages et d'autres choses qui pourront vous être de quelque utilité. Lorsque vos gens auront pris sur l'ennemi au-delà des 10 chars, commencez par récompenser libéralement tant ceux qui auront conduit l'entreprise que ceux qui l'auront exécutée. Employez ces chars au même usage que vous employez les vôtres, mais auparavant, ôtez-en les marques distinctives qui pourront s'y trouver. Traitez bien les prisonniers, nourrissez-les comme vos propres soldats, faites en sorte, s'il se peut, qu'ils se trouvent mieux chez vous qu'ils ne le seraient dans leur propre camp ou dans le sein même de leur patrie. Ne les laissez jamais oisifs, tirez parti de leur service avec les défiances convenables, et pour le dire en 2 mots, conduisez-vous à leur égard comme s'ils étaient des troupes qui se fussent enrôlées librement sous vos étendards. Voilà ce que j'appelle gagner une bataille et devenir plus fort.
Si vous faites exactement ce que je viens de vous indiquer, les succès accompagneront tous vos pas. Partout, vous serez vainqueur. Vous ménagerez la vie de vos soldats, vous affermirez votre pays dans ses anciennes possessions, vous lui en procurerez de nouvelles, vous augmenterez la splendeur et la gloire de l'État, et le prince, ainsi que les sujets, vous seront redevables de la douce tranquillité dans laquelle ils couleront désormais leurs jours. L'essentiel est dans la victoire et non dans les opérations prolongées. Le général qui s'entend dans l'art de la guerre est le ministre du destin du peuple et l'arbitre de la destinée de la victoire. Quels objets peuvent être plus dignes de votre attention et de tous vos efforts? Article 3. Des propositions de la victoire et de la défaite. Sun Tzu dit : voici quelques maximes dont vous devez être pénétrés avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Conservez les possessions et tous les droits du prince que vous servez. Voilà quel doit être le premier de vos soins. Les agrandir en empiétant sur les ennemis, c'est ce que vous ne devez faire que lorsque vous y serez forcé. Veillez au repos des villes de votre propre pays. Voilà ce qui doit principalement vous occuper. Troublez celui des villes ennemies. Ce ne doit être que votre pis-aller. Mettre à couvert de toute insulte les villages amis, voilà ce à quoi vous devez penser. Faire des irruptions dans les villages ennemis, c'est ce à quoi la nécessité seule doit vous engager. Empêchez que les hameaux et les chaumières des paysans ne souffrent le plus petit dommage. C'est ce qui mérite également votre attention. Porter le ravage et dévaster les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une disette de tout doit seule vous faire entreprendre. Conserver les possessions des ennemis est ce que vous devez faire en premier lieu, comme ce qu'il y a de plus parfait. Les détruire doit être l'effet de la nécessité. Si un général agit ainsi, sa conduite ne différera pas de celle des plus vertueux personnages. Elle s'accordera avec le ciel et la terre, dont les opérations tendent à la production et à la conservation des choses plutôt qu'à leur destruction. Ces maximes, une fois bien gravées dans votre cœur, je suis garant du succès. Je dis plus. La meilleure politique guerrière est de prendre un État intact. Une politique inférieure à celle-ci consisterait à le ruiner. Il vaut mieux que l'armée de l'ennemi soit faite prisonnière plutôt que détruite. Il importe davantage de prendre un bataillon intact que de l'anéantir. Eussiez-vous 100 combats à livrer, 100 victoires en seraient le fruit. Cependant, ne cherchez pas à dompter vos ennemis au prix des combats et des victoires. Car, s'il y a des cas où ce qui est au-dessus du bon n'est pas bon lui-même, c'en est ici un où plus on s'élève au-dessus du bon, plus on s'approche du pernicieux et du mauvais. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans donner bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Les grands généraux en viennent à bout en découvrant tous les artifices de l'ennemi, en faisant avorter tous ses projets, en semant la discorde parmi ses partisans, en les tenant toujours en haleine, en empêchant les secours étrangers qu'il pourrait recevoir et en lui ôtant toutes les facilités qu'il pourrait avoir de se déterminer à quelque chose d'avantageux pour lui. Sun Tzu dit : il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Celui qui arrache le trophée avant que les craintes de son ennemi ne prennent forme excelle dans la conquête. Attaquez le plan de l'adversaire au moment où il naît, puis rompez ses alliances, puis attaquez son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. N'y consentez que si aucune autre solution ne peut être mise à exécution. Il faut au moins 3 mois pour préparer les chariots parés pour le combat, les armes nécessaires et l'équipement, et encore 3 mois pour construire des talus le long des murs. Si vous êtes contraint de faire le siège d'une place et de la réduire, disposez de telle sorte vos chars
vos boucliers et toutes les machines nécessaires pour monter l'assaut, que tout soit en bon état lorsqu'il sera temps de l'employer. Faites en sorte surtout que la reddition de la place ne soit pas prolongée au-delà de 3 mois. Si, ce terme expirait, vous n'êtes pas encore venu à bout de vos fins, sûrement il y aura eu quelques fautes de votre part. N'oubliez rien pour les réparer. À la tête de vos troupes, redoublez vos efforts. En allant à l'assaut, imitez la vigilance, l'activité, l'ardeur et l'opiniâtreté des fourmis. Je suppose que vous aurez fait auparavant les retranchements et les autres ouvrages nécessaires, que vous aurez élevé les redoutes pour découvrir ce qui se passe chez les assiégés et que vous aurez paré à tous les inconvénients que votre prudence vous aura fait prévoir. Si, avec toutes ces précautions, il arrive que de 3 parties de vos soldats, vous ayez eu le malheur d'en perdre une, sans pouvoir être victorieux, soyez convaincus que vous n'avez pas bien attaqué. Un habile général ne se trouve jamais réduit à de telles extrémités. Sans donner des batailles, il sait l'art d'humilier ses ennemis, sans répandre une goutte de sang, sans tirer même l'épée, il vient à bout de prendre les villes. Sans mettre les pieds dans les royaumes étrangers, il trouve le moyen de les conquérir sans opération prolongée, et sans perdre un temps considérable à la tête de ses troupes, il procure une gloire immortelle au prince qu'il sert, il assure le bonheur de ses compatriotes et fait que l'univers lui est redevable du repos et de la paix. Tel est le but auquel tous ceux qui commandent les armées doivent tendre sans cesse et sans jamais se décourager. Votre but demeure de vous saisir de l'Empire alors qu'il est intact. Ainsi vos troupes ne seront pas épuisées et vos gains seront complets. Tel est l'art de la stratégie victorieuse. Il y a une infinité de situations différentes dans lesquelles vous pouvez vous trouver par rapport à l'ennemi. On ne saurait les prévoir toutes, c'est pourquoi je n'entre pas dans un plus grand détail. Vos lumières et vos expériences vous suggéreront ce que vous aurez à faire à mesure que les circonstances se présenteront. Néanmoins, je vais vous donner quelques conseils généraux dont vous pourrez faire usage à l'occasion. Si vous êtes 10 fois plus fort en nombre que ne l'est l'ennemi, environnez-le de toutes parts. Ne lui laissez aucun passage libre. Faites en sorte qu'il ne puisse ni s'évader pour aller camper ailleurs, ni recevoir le moindre secours. Si vous avez 5 fois plus de monde que lui, disposez tellement votre armée qu'elle puisse l'attaquer par 4 côtés à la fois lorsqu'il en sera temps. Si l'ennemi est une fois moins fort que vous, contentez-vous de partager votre armée en 2. Mais si, de part et d'autre, il y a une même quantité de monde, tout ce que vous pouvez faire, c'est de hasarder le combat. Si, au contraire, vous êtes moins fort que lui, soyez continuellement sur vos gardes. La plus petite faute serait de la dernière conséquence pour vous. Tâchez de vous mettre à l'abri et évitez autant que vous le pourrez d'en venir aux mains avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre de gens peuvent venir à bout de lasser et de dompter même une nombreuse armée. Ainsi, vous êtes à la fois capable de vous protéger et de remporter une victoire complète. Celui qui est à la tête des armées peut se regarder comme le soutien de l'État, et il l'est en effet. Si tel est qu'il doit être, le royaume sera dans la prospérité. Si au contraire, il n'a pas les qualités nécessaires pour remplir dignement le poste qu'il occupe, le royaume en souffrira infailliblement et se trouvera peut-être réduit à 2 doigts de sa perte. Un général ne peut bien servir l'État que d'une façon, mais il peut lui porter un très grand préjudice de bien des manières différentes. Il faut beaucoup d'efforts et une conduite que la bravoure et la prudence accompagnent constamment pour pouvoir réussir. Il ne faut qu'une faute pour tout perdre. Et, parmi les fautes qu'il peut faire, de combien de sortes n'y en a-t-il pas ? S'il lève des troupes hors de saison, s'il les fait sortir lorsqu'il ne faut pas qu'elles sortent, s'il n'a pas une connaissance exacte des lieux où il doit les conduire, s'il leur fait faire des campements désavantageux, s'il les fatigue hors de propos, s'il les fait revenir sans nécessité, s'il ignore les besoins de ceux qui composent son armée, s'il ne sait pas le genre d'occupation auquel chacun d'eux s'exerçait auparavant, afin d'en tirer parti suivant leurs talents, s'il ne connaît pas le fort et le faible de ces gens, s'il n'a pas lieu de compter sur leur fidélité,
s'il ne fait pas observer la discipline dans toute la rigueur, s'il manque du talent de bien gouverner, s'il est irrésolu et s'il chancelle dans les occasions où il faut prendre tout à coup son parti, s'il ne fait pas dédommager à propos ses soldats lorsqu'ils auront eu à souffrir, s'il permet qu'ils soient vexés sans raison par leurs officiers, s'il ne sait pas empêcher les dissensions qui pourraient naître parmi les chefs, un général qui tomberait dans ses fautes rendrait l'armée boiteuse et épuiserait d'hommes et de vivres le royaume et deviendrait lui-même la honteuse victime de son incapacité. Sun Tzu dit: dans le gouvernement des armées, il y a 7 mots. 1. Imposer des ordres pris en cours selon le bon plaisir du prince. 2. Rendre les officiers perplexes en dépêchant des émissaires ignorant les affaires militaires. 3. Mêler les règlements propres à l'ordre civil et à l'ordre militaire. 4. Confondre la rigueur nécessaire au gouvernement de l'État et la flexibilité que requiert le commandement des troupes. 5. Partager la responsabilité aux armées. 6. Faire naître la suspicion qui engendre le trouble. Une armée confuse conduit à la victoire de l'autre. 7. Attendre les ordres en toutes circonstances. C'est comme informer un supérieur que vous voulez éteindre le feu. Avant que l'ordre ne vous parvienne, les cendres sont déjà froides. Pourtant, il est dit dans le code que l'on doit en référer à l'inspecteur en ces matières, comme si, en bâtissant une maison sur le bord de la route, on prenait conseil de ceux qui passent. Le travail ne serait pas encore achevé. Tel est mon enseignement. Nommer appartient au domaine réservé au souverain, décider de la bataille à celui du général. Un prince de caractère doit choisir l'homme qui convient, le revêtir de responsabilité et attendre les résultats. Pour être victorieux de ses ennemis, 5 circonstances sont nécessaires. 1. Savoir quand il est à propos de combattre et quand il convient de se retirer. 2. Savoir employer le peu et le beaucoup, suivant les circonstances. 3. Assortir habilement ses rangs. Mencius dit: la saison appropriée n'est pas aussi importante que les avantages du sol, et tout cela n'est pas aussi important que l'harmonie des relations humaines. 4. Celui qui, prudent, se prépare à affronter l'ennemi qui n'est pas encore, celui-là même sera victorieux. Tirer prétexte de sa rusticité et ne pas prévoir est le plus grand des crimes. Être prêt en dehors de toute contingence est la plus grande des vertus. 5. Être à l'abri des ingérences du souverain dans tout ce qu'on peut tenter pour son service et la gloire de ses armes. C'est dans ces 5 matières que se trouve la voie de la victoire. Connais ton ennemi, connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites.